Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, de vous soutenir, vous, professionnels Clariane, régulièrement confrontés à la mort. Je m'appelle Claude Grange, je suis médecin, j'ai été pendant 25 ans chef de service d'unité de soins palliatifs. Et la Fondation Clariane, dans la continuité de sa mission « Aimer, soigner », m'a confié l'animation de 10 cafés digitaux mensuels sur le thème des soins palliatifs. Marianne Fourier, déléguée générale de la Fondation, ex-directrice d'établissements sanitaires et médico-sociaux, m'accompagne. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous, cher docteur Claude Grange, vous qui êtes l'auteur du Dernier Souffle, un ouvrage que je recommande à tous, vous qui vous intéressez à la fin de vie. Alors cette première séance va nous permettre de définir ensemble des mots importants concernant la fin de vie. Et nous aurons à la fin la chance, je dirais l'honneur, d'accueillir comme grand témoin le professeur Antoine Piot, directeur médical éthique et innovation santé du groupe, qui fera la conclusion. Alors j'attends vos questions, Ariane. Alors, docteur Grange, il est important effectivement qu'on sache de quoi on parle quand on parle de fin de vie et de soins palliatifs. Donc cette séance va être consacrée à définir ces notions, 6 notions pour être précise. Et on va commencer tout de suite par la notion d'acharnement thérapeutique. Docteur, comment définiriez-vous cette notion? Alors, c'est une attitude qui consiste à poursuivre des thérapeutiques lourdes à visée curative, alors qu'il n'existe aucun espoir réel d'obtenir une amélioration de l'état du malade, qui a pour résultat simplement de prolonger sa vie, mais qui engage de façon négative la qualité de vie future du malade. Et c'est une définition assez médicale. D'accord, mais alors, qui est à l'initiative finalement de ce type de pratique d'acharnement thérapeutique? Eh bien, je dois dire que les médecins, ils sont très forts là-dessus. Et moi compris pendant un temps, parce que nous, médecins, on a été formatés au guérir. Et guérir à tout prix, à n'importe quel prix. Et quand on ne peut plus guérir, nous, médecins, on est en grande difficulté. Donc ça vient quelquefois des médecins qui, croyant bien faire, continuent des chimiothérapies quelquefois inutiles et délétères. Donc c'est source en effet d'acharnement thérapeutique de continuer des traitements inutiles et délétères. Et est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques exemples de situations concrètes d'acharnement thérapeutique? Par exemple, un médecin qui va voir son patient et qui dit « Madame, ça serait une perte de chance de ne pas continuer cette chimiothérapie ». Et le même médecin qui va dans le poste de soins et qui dit « Oh là là, j'ai vu Madame Michu, là c'est pas possible. De toute façon, j'ai pas pu faire autrement que de lui proposer une chimiothérapie. » On voit bien que là, ça pose un problème. On continue les chimiothérapies que si elles sont utiles. Le fait que le malade le demande est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Bien, et lorsqu'on évoque l'acharnement thérapeutique, vient tout de suite une autre notion qui semble assez proche, qui est l'obstination déraisonnable. Alors, quelle est la différence finalement entre l'obstination déraisonnable et l'acharnement thérapeutique? Alors, je disais donc l'acharnement thérapeutique est une définition sans doute plus médicale, alors que l'obstination déraisonnable est davantage plus globale. Elle tient compte aussi de la vie du malade, peut-être de ses proches, de l'équipe soignante, et peut-être que c'est la limite au-delà de laquelle le patient ou le résident ne souhaite pas aller. D'accord. Et la loi française dit quoi par rapport à cette notion d'obstination thérapeutique? Eh bien justement, cette loi, donc, elle reprend le vocable obstination déraisonnable et c'est pas l'acharnement thérapeutique qui a été retenu, hein, pour tenir compte aussi que le malade, eh bien, il a le droit de dire son mot de quelque chose qui serait plus utile pour lui. Il a le droit de dire on est maintenant dans le déraisonnable. Là encore, pour être concret, est-ce qu'on peut illustrer finalement concrètement des situations, notamment par rapport à l'hydratation et la nutrition artificielle? Alors, par rapport à ça, je voudrais prendre un exemple de, par exemple, une anémie réfractaire. Une anémie réfractaire, une personne qui a besoin d'une transfusion, alors au début c'est tous les mois. Okay.
après tous les 15 jours, après toutes les semaines. Si cette personne, c'est une personne résidente d'une EHPAD qui a 84 ans et qui nous dit « Docteur, je bois, je mange, je dors, ma vie n'a plus tellement de sens, mes enfants viennent plus me voir », on ne voit pas l'intérêt de continuer ces transfusions, même si, logiquement, médicalement parlant, si elle manque de globules rouges, il faudrait la transfuser. Mais ça n'a pas de sens. Par contre, une autre personne qui a 84 ans, qui a un lien privilégié avec son petit-fils, et son petit-fils va se marier dans un mois, eh bien peut-être que là, on fera une transfusion, parce que ça a du sens, pour qu'elle soit encore présente pour le mariage de son petit-fils, parce qu'elle veut absolument être là. Donc on voit bien qu'on peut prendre une décision diamétralement opposée, mais c'est le sens pour le malade, pour l'entourage. Oui, dans un cas, ça serait de l'acharnement thérapeutique, dans l'autre, ou de l'obsession des raisins plutôt, et dans l'autre, pas. Alors si je reviens sur l'hydratation et la nutrition artificielle, qui sont souvent des situations récurrentes dans les EHPAD notamment, est-ce qu'on considère que ce sont des traitements qui peuvent être arrêtés ? Alors oui, donc ça, la loi comme la Commission européenne des droits de l'homme a bien statué que la nutrition artificielle comme l'hydratation artificielle était un traitement et comme tout traitement, il pouvait être arrêté. Mais c'est vrai que ça, c'est des exemples qu'on voit dans nos EHPAD, des personnes qui sont démentes, peut-être qu'on a trouvé une lésion, on l'a même pas explorée parce qu'on sait qu'on n'en ferait pas grand-chose, et puis à un moment donné, elles ne mangent plus, elles ne boivent plus. Et donc là, eh bien, un peu systématiquement, on leur pose des tuyaux, que ce soit une sonde gastrique ou une perfusion ou une gastrostomie. Et là, on peut se poser la question du sens, de la pertinence d'une gastrostomie d'alimentation pour hydrater et nourrir une personne qui est démente et à qui on a trouvé une lésion qu'on n'a même pas explorée parce qu'il n'y aura pas de traitement. Eh bien, on est tout à fait en droit de ne pas mettre de gastrostomie d'alimentation et de l'accompagner paisiblement par des soins de bouche sans mettre des tuyaux. Sauf à accepter l'idée d'être dans l'obstination thérapeutique. Exactement. Docteur, vous m'aviez également évoqué le sujet des transferts d'urgence de certains résidents d'EHPAD dans des situations Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que déjà, c'est compliqué de quitter sa maison avec son petit jardin, ses fleurs, son chat. On va en EHPAD. Et puis là, cette personne, on lui fait des examens parce qu'elle avait des symptômes. On lui découvre un cancer très évolué, métastatique. Et puis, la décision, c'est abstention thérapeutique. Bon. Mais cette personne, elle peut s'aggraver. Hein. Et si elle s'aggrave, et souvent la nuit, parce qu'on sait très bien que la nuit, les consignes, c'est s'il y a une aggravation, c'est appeler le 15, eh bien, on risque, parce que l'aide-soignante, elle va appliquer la consigne, on va appeler le 15, et cette personne, elle va être transférée, elle risque de mourir dans l'ambulance ou mourir dans le couloir en attendant les urgences parce qu'elle ne sera pas prioritaire, alors qu'on aurait pu anticiper ça. Et je pense que dans les EHPAD, il faut absolument qu'il y ait des projets d'établissement pour construire. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et quand on a une personne où on sait très bien que là, ça relèvera de soins palliatifs, eh bien, on peut anticiper et de dire on va la prendre en charge. Et qu'il faut anticiper les situations. S'il y a une aggravation, il faudra qu'il y ait des protocoles. On peut hiérarchiser la prise en charge. Si au niveau de l'EHPAD, c'est pas suffisant, on peut appeler des HAD qui peuvent venir dans les EHPAD et être un soutien très important parce qu'il y a un vrai savoir-faire maintenant de nos HAD en soins palliatifs, à la fois au niveau de la technicité et au niveau du matériel. Merci beaucoup, docteur. Passons à une troisième notion qui est peut-être plus connue, celle de l'euthanasie. Qu'est-ce que c'est finalement ce terme d'euthanasie? Ah, euthanasie. Et je préciserai, on peut parler d'euthanasie active et d'euthanasie passive? Ah non, pas du tout. Alors euthanasie, définissons. Juste avant de définir, petite anecdote. Ça fait plus de 25 ans que je fais des formations sur palliatif. Et je fais la séquence dictionnaire au début de chaque formation. Eh bien, les soignants définissent le mot euthanasie comme
aider une personne à ne pas souffrir, ou certains donner la mort. Là, il y a un problème. Est-ce qu'il y a un mot de la langue française qui peut dire en même temps aider une personne à ne pas souffrir et donner la mort? Donc voilà. Et alors, l'euthanasie, la seule euthanasie qui soit, c'est une euthanasie active. Tous les adjectifs qui viennent s'accoler apportent de la confusion supplémentaire. Euthanasie active, passive, semi-active, semi-passive. Non. L'euthanasie, c'est un acte délibéré d'un tiers de provoquer intentionnellement la mort d'un malade. Point barre. D'accord, au moins c'est clair. Oui. Ce qui est clair aussi, c'est que dans certains pays, je crois qu'on pratique l'euthanasie. Tout à fait. Alors, on pratique Vous l'euthanasie pouvez nous donner parce quelques que exemples? ça a été dépénalisé, notamment dans les pays européens. Je pense qu'il y en a 4. Il y a la Belgique, il y a les Pays-Bas, il y a l'Espagne. Le Portugal, je crois. Oui, récemment. Mm. Il m'en manque un. Le Canada. Non, ça c'est hors européen. Oui. Hors européen, il y a le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc, effectivement, dans ces pays, il y a eu une dépénalisation quand on pratique l'euthanasie dans certaines circonstances bien particulières. Parce que même dans ces pays, la loi, il est dit qu'on n'a pas le droit, mais dans certaines circonstances, les médecins qui pratiqueraient, eh bien, ne seraient pas poursuivis. D'accord. Euthanasie nous amène à suicide. Alors, le suicide, bien sûr. Le suicide, alors, d'abord, le suicide, la définition, c'est quoi? C'est se supprimer sans l'intervention d'un tiers, si minime soit-elle. Et le suicide assisté, c'est se supprimer volontairement avec l'aide d'un tiers. En sachant que c'est la personne qui avale la kill pile, ou c'est la personne, si c'est par perfusion, qui va ouvrir la petite molette pour faire passer le liquide. Et donc, c'est vrai qu'il y a 2 exemples, et notre ministre Firmin Lebedeau, Madame Firmin Lebedeau, a été en Suisse et a été donc dans l'État d'Oregon. Et pour parler de la Suisse, eh bien, c'est en effet dépénalisé, mais il faut respecter les conditions. Mais la Suisse, ça c'est en dehors des lieux de soins. C'est dans un appartement ou dans une maison, mais ça rentre pas à l'hôpital. Et j'avoue que moi, j'aimerais bien plutôt ça. Et puis, la deuxième, c'est l'État d'Oregon, où il y a des médecins, en respectant les conditions, qui peuvent prescrire la kill pile. Et on s'aperçoit que dans l'État d'Oregon, eh bien, il y en a un tiers qui vont même pas acheter la pilule qui a été prescrite. Il y en a un autre tiers qui l'achète mais qui l'utilise pas. Et il y en a un tiers qui l'achète et qui l'utiliseront. Ce sont des chiffres qu'on connaît peu, et effectivement, qui vont à l'encontre de pas mal de préjugés. Alors, comme vous avez expliqué tout à l'heure, docteur Grange, vous exercez comme spécialiste en soins palliatifs depuis des années, et j'ai envie de vous poser du coup la question, vous qui avez vu tant de patients et accueilli tant de patients dans votre unité de soins palliatifs, finalement, est-ce que vous avez été confronté à des situations où les patients vous demandaient l'euthanasie ou le suicide assisté? Oui, bien sûr, mais beaucoup plus souvent quand ils arrivent, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est les conditions du mourir qui font que les personnes veulent la piqûre pour que ça s'arrête. Mais quand on améliore les conditions, quand le malade il est soulagé, quand le malade est entouré, et qu'on ne fait que des choses qui ont du sens pour le malade, les malades que j'ai accompagnés, donc ça fait plus de 3500, donc un petit quart de siècle, ça fait quand même un certain nombre, ils me demandent plus d'être euthanasié. Parce que personne n'a envie de mourir, on préfère vivre à partir du moment où les conditions de vie sont supportables. Eh bien, faisons ça. C'est-à-dire, avant de vouloir faire la piqûre, eh bien, peut-être rendons supportables les conditions du mourir, c'est-à-dire soulageons les personnes. Et il y a quand même des moyens. Par contre, il faut un minimum de formation pour acquérir des compétences pour pouvoir soulager des douleurs, manier les morphiniques et utiliser les techniques de sédation. Et je dois dire que moi, il n'y en a que 3 qui sont restés dans ce souhait. Et donc, on a favorisé ça, c'est pour aller en Suisse pour un suicide assisté. Et donc, voilà, je pense que
il y a de la place pour les soins palliatifs et puis pour ceux qui veulent absolument mourir. Je pense qu'il y a aussi de la place pour peut-être le modèle suisse ou le modèle de l'État d'Oregon. On verra ce que nous dira la loi. Alors, on verra ce que nous dira la loi et ce que va signifier ce qu'on voit apparaître dernièrement, cette notion d'aide active à mourir, Ah oui. qui est plus récente que les notions d'euthanasie et de suicide assisté. C'est quoi cette expression d'aide active à mourir qu'on voit beaucoup dans les journaux en ce moment? Alors en effet, je pense que c'est le terme qui a été retenu parce que il est évident que le mot euthanasie a une connotation assez négative et que là ils ont essayé de trouver un mot plus acceptable, hein. Moins connoté. Moins connoté, exactement. Et donc, c'est l'aide active à mourir qui a été retenue. Et l'aide active à mourir, eh bien, ça comprend à la fois l'euthanasie et ou le suicide assisté. Donc, l'aide active à mourir, ça regroupe ces deux termes que nous avons déjà définis. Et le projet de loi, justement, qui s'annonce, dont Oui. on n'a pas encore le texte final, prévoit que cette aide active à mourir serait réalisée par les soignants? Ben ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, on le saura bientôt. Ouais. Hein. Moi, je trouve que, pour moi, c'est difficile, mais je pense qu'il y aura le droit de retrait pour ceux qui ne veulent pas. Moi, j'ai une crainte par rapport à ça, que ça puisse diminuer le développement des soins palliatifs. Maintenant, je reconnais en effet le fait qu'il y a des personnes qui veulent mourir, et donc c'est la liberté individuelle peut-être de choisir sa propre mort. Mais encore une fois, dans tous les reportages que j'ai vus, et Dieu sait qu'il y en a eu, notamment le reportage de Marina Dankos, le reportage donc sur la 2 récemment, avec notre grande actrice Line Renaud, c'était charmant, c'était un couple dans le UCCA, mais ils l'ont fait tout seuls. Voilà, c'est-à-dire que pourquoi on a besoin peut-être d'un soignant, alors que ce n'est pas sa fonction, d'être dans cette démarche? On pourrait très bien faire en sorte que les personnes, on leur donne, ça soit dépénalisé. Je trouve ça en effet que quelqu'un qui aiderait à se procurer la kill pill ne soit pas poursuivi. Hein. Donc je pense qu'il y a la place à un modèle français. Alors voilà, on verra ce que le projet de loi a dans le ventre, si je puis dire. Et puis de toute façon, nous avons, docteur, un prochain rendez-vous Café Pallia sur justement que dit la loi. Et donc on regardera l'évolution de la loi depuis ces 20 dernières années et peut-être qu'on en saura plus à ce moment-là. Le 23 novembre sur le projet de loi. On a notre dernière notion à aborder et pas des moindres, puisque je voulais vous poser la question, docteur Grange, de savoir comment vous définiriez la notion de soins palliatifs. Alors les soins palliatifs, d'abord, ce n'est pas ne rien faire. Ça c'est important. C'est des soins actifs et continus, pratiqués par une équipe pluridisciplinaire, parce qu'on ne fait pas les soins palliatifs seuls. En institution, à domicile, on meurt partout. Donc, il vise à soulager la douleur physique, mais pas que, également la souffrance psychologique, sociale, spirituelle, et de prendre en charge aussi l'entourage, ça a beaucoup d'importance. Il y a aussi la place des bénévoles qui est importante, parce que ça serait très dommageable à ce que la fin de vie ne soit prise en charge que par des blouses blanches. Et je pense que c'est bien qu'il y ait un petit peu de l'air de la rue, de la société civile qui soit aussi présent dans ces prises en charge de fin de vie. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en 25 ans, on a pu accompagner, je vous disais, 3500 personnes et qu'ils sont morts dans la dignité, apaisés, et que toutes les personnes sont tous d'accord pour développer les soins palliatifs, parce que là, il y a un consensus, et que ce qui est important, c'est de ne pas souffrir. C'est de ne pas souffrir. Alors, docteur, je suis obligée de vous couper parce qu'on a 2 questions. J'aimerais qu'on réponde très rapidement à ces personnes qui nous questionnent en direct sur le chat. Première question, si j'ai un patient qui est dément, qui s'aggrave, mais la famille a du mal, ne conçoit pas la mort et demande de faire tout pour le sauver, inclut transfert aux urgences, dont on a évoqué le problème tout à l'heure, peut-on parler d'acharnement et quelle attitude doit-on avoir? Demande cette personne. Alors, tous les textes, tous les référentiels disent qu'il faut respecter la volonté d'une personne, et que c'est pas la famille qui importe.
Et peut-être que là, c'est un manque d'anticipation avant d'avoir discuté avec la famille du projet de soins de cette personne. Hein. On ne peut pas faire sans les familles, bien évidemment, mais en tous les cas, tous les textes disent, il n'y a aucun texte qui dit qu'il faut respecter la volonté d'une famille. Tous les textes disent qu'il faut respecter la volonté de la personne malade. C'est elle qui est au centre de nos décisions. Donc on est dans le cadre de ce qu'on appelait tout à l'heure l'obstination déraisonnable, Oui. à votre avis. Et donc vous conseillez une concertation avec la famille. Pour Maintenant, arriver... quand la personne est démente, on ne peut plus faire la parole du malade et que c'est là où ça pose un problème et que là, il va falloir créer une alliance thérapeutique avec cette famille-là parce que sinon, ça va partir en cacahuète. Je prends juste la deuxième question. Comment recueillir les directives anticipées d'une personne avec des troubles cognitifs avancés? Et il y a une troisième question qui porte également sur les directives anticipées. Je vous coupe la parole tout de suite, docteur, parce que nous allons aborder cette notion dans un prochain Café Palia. Mais est-ce que vous voulez en dire un mot quand même? Juste trop tard, il faut le faire avant. Et tous, vous nous regardez là. Oui. Vous êtes tous avec des fonctions cognitives correctes. Eh bien, rédigez vos directives anticipées, parce qu'il ne faut pas attendre d'être en EHPAD et avoir des troubles cognitifs. Donc, c'est maintenant où, quand on rentre en EHPAD, aussi, il faut le faire dans le mois qui suit. Et on se trouve que c'est jamais le bon moment de faire ces directives anticipées. C'est dommage parce qu'on construit un projet de soin en fonction de ce que souhaite le patient ou le résident. Donc vous préconisez une démarche d'anticipation. Tout à fait. On en parlait en entrée en EHPAD, c'est compliqué de parler de ça, mais c'est nécessaire. On va parler de ça tout au long de ces 10 Cafés Palia qui vont jalonner les mois qui viennent. Je pense que sur ces directives anticipées, on va revenir. Et s'il n'y a pas de directive anticipée, effectivement, c'est ce que vous appeliez la nécessité de créer une alliance thérapeutique. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais c'était important de définir les mots parce que Albert Camus disait « mal nommer les choses apporte de la confusion ». Et là, au moins, les choses sont claires. On est professionnel de santé. Il est important qu'on définisse les choses clairement. Après, chacun, en fonction de son histoire, peut dire « je suis pour, je suis contre ». Ça, c'est autre chose. Alors, toutes ces notions, de toute façon, vous les retrouverez dans un petit livret, le livret des Cafés Palia que nous allons diffuser prochainement. Donc, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas également à les poser sur le mail de la Fondation. Nous transmettrons au docteur Claude Grange. Il est temps, je crois, Claude, de laisser la parole au professeur Antoine Piot. Bonjour à toutes et à tous, je suis professeur de médecine, de gériatrie plus exactement. J'ai travaillé très longtemps et je travaille encore au CHU de Toulouse, notamment en service d'urgence, de post-urgence, en centre mémoire. Et comme la plupart des médecins, j'ai été confronté très tôt à la mort sans réellement y être préparé. Donc le premier message que je voudrais faire passer, c'est un message d'humilité, parce que en réalité, le corps médical ne sait pas gérer la mort, très honnêtement. Le corps médical fait mal parce que c'est un débat un peu plus récent que ce que l'on croit et surtout, on n'est pas correctement formé. Donc en France, on a eu de la chance de développer une expertise de très haut niveau en soins palliatifs avec des unités spécialisées, avec des unités mobiles, mais en réalité, assez peu de patients en bénéficient, en tout cas nettement moins que ce qu'on pourrait espérer. Finalement, c'est tout le corps de santé qui devrait élever son niveau dans ce domaine. Donc ça, il faut vraiment ne pas avoir honte de reconnaître, d'accepter cette situation d'échec. Et en réalité, cette situation d'échec, elle explique l'aspect passionnel du débat autour des soins palliatifs qu'on observe dans notre société, dans les médias, dans le monde politique. Donc le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est finalement l'approche gériatrique, mais plus largement ce qu'on appelle le positive care chez Clariane, donc qui ne concerne pas que les patients âgés, répond en partie à cette attente. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est d'abord de réaliser qu'on prend en charge des personnes avant des maladies, des personnes en situation de vulnérabilité, encore une fois, quel que soit leur âge. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit qu'on met le patient au centre du soin, on dit que c'est des décisions partagées, mais c'est relativement faux, parce qu'il y a un clair manque d'informations, que ce soit des patients, des familles, et en réalité, on est encore dans une médecine relativement descendante. Et on ne devrait plus, et d'ailleurs, dans la nouvelle définition de la santé proposée par l'OMS, on ne parle pas de l'absence de maladie, on parle d'une personne qui peut réaliser, qui peut mener sa vie comme elle l'entend,
en conservant dans la mesure du possible ses fonctions, mais au sens large, que ça soit la cognition, le moral, la mobilité. Et vraiment, si on se recentre sur ça, sur cette définition très globale de la santé, qu'on se concentre sur la personne et non plus sur la maladie, je pense que ça, c'est la première étape pour bien réaliser les soins, bien réaliser le care, donc prendre soin d'eux et pas uniquement soigner, et pour anticiper dans la mesure du possible la fin de vie pour qu'elle se passe le mieux possible. Donc ça, c'était le deuxième point. Et enfin, moi, si je vous parle aujourd'hui, c'est pour affirmer le fait que le groupe Clariane réellement a une volonté de s'engager, de s'emparer de ce sujet à travers différents axes, parce qu'il faut l'aborder par tous les aspects. Le premier axe, c'est la sensibilisation. Avant de former les gens, il faut déjà les sensibiliser. Ensuite, des formations à proprement parler, mais aussi dans l'organisation des soins et dans la valorisation de notre expertise, parce qu'on a de l'expertise en interne, mais qui est sous-exploitée, qui n'est pas valorisée et qui n'est pas systématisée. Donc, on a un énorme travail de remise en question à faire, un énorme travail de montée en puissance pour que tous les patients, où qu'ils soient, quel que soit l'établissement, que ce soit en ambulatoire, en établissement de SMR, en établissement d'hébergement, puissent bénéficier d'une prise en charge anticipée et de qualité concernant la fin de vie, la douleur, la gestion des symptômes et de manière plus large, la gestion de la personne et non plus d'une addition de maladie. Merci beaucoup. Nous vous remercions tous pour avoir été aujourd'hui présents, connectés pour ce premier Café Palia et nous vous donnons rendez-vous au prochain Café Palia le 23 novembre.